Ma belle-fille a fait une plaisanterie à mon sujet en allemand, devant sa riche famille. Elle a regardé son père et a dit « Cette vieille pauvre et démodée ne devrait pas être ici aujourd'hui. J'ai honte. » J'ai ri si fort qu'elle a écarquillé les yeux quand j'ai prononcé 3 mots en allemand. Elle est devenue complètement pâle. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez depuis quelle ville vous me regardez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Jamais je n'aurais pensé que ma propre belle-fille m'humilierait devant sa riche famille. Mais j'étais là, assise à cette table élégante, écoutant chaque mot cruel qui sortait de sa bouche en allemand. La maison des parents d'Amélie était impressionnante, je dois l'admettre. Des plafonds hauts, des lustres en cristal qui brillaient comme des diamants, et une table si longue qu'elle aurait pu accueillir 20 personnes. Moi, Eliane, à 67 ans, je me sentais minuscule dans cette salle à manger qui semblait tout droit sortie d'un magazine de décoration européen. J'avais accepté l'invitation à dîner parce que mon fils Antoine avait tellement insisté que je n'avais pas pu refuser. « C'est important pour Amélie que tu rencontres ses parents », m'avait-il dit ce matin-là. « Ils sont venus de Suisse spécialement pour te rencontrer. » Quelle naïveté de la part de mon fils. S'il avait su ce que sa femme pensait réellement de moi, il y aurait peut-être réfléchi à 2 fois avant d'insister autant. Je me suis assise là où Amélie m'a indiqué, dans un coin de la table, loin du centre où se trouvaient ses parents. Dès mon arrivée, j'ai remarqué les regards. Les parents d'Amélie, Henri et Isabelle Lefebvre m'ont observé de haut en bas avec ces sourires forcés que les gens riches utilisent lorsqu'ils doivent être polis avec quelqu'un qu'ils considèrent inférieur. « Guten Abend » ont-ils dit en me saluant. Et j'ai répondu par un simple « bonsoir » en français, feignant de ne rien comprendre de plus. Pendant les premières minutes, tout s'est déroulé normalement. Antoine parlait avec animation de son travail. Amélie souriait de cette manière parfaite qu'elle avait peaufinée. Et je restais silencieuse, observant. J'ai toujours été une observatrice. C'est une habitude que j'ai développée il y a de nombreuses années et qui m'a bien servi. C'est lorsqu'on a servi le 2e plat que tout a commencé. Amélie s'est penchée vers son père et a chuchoté quelque chose en allemand, pensant que je ne comprendrais pas. Bien sûr, toutes les fois où nous avions été ensemble, je n'avais parlé qu'en français ou dans mon anglais de base. Je n'ai jamais eu de raison de révéler que je comprenais parfaitement sa langue. « Diese alte, arme, altmodische Frau sollte heute nicht hier sein. Ich schäme mich für sie », a dit ma belle-fille avec un doux sourire, comme si elle faisait un compliment. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Elle m'a traitée de vieille, pauvre et démodée, a dit qu'elle avait honte que je sois là. Les mots sont tombés sur moi comme des seaux d'eau froide, mais j'ai gardé une expression sereine. Des années de diplomatie m'avaient appris à maîtriser mes émotions. Son père a ri doucement et a répondu « Hab Geduld, mein Tochter. Sie wird nicht für immer da sein. » Pas pour toujours, comme si j'étais un désagrément temporaire dont il se débarrasserait sans bientôt. Amélie a continué. « Antoine ist so naiv. Denkt, wir brauchen sie, aber in Wirklichkeit ist sie nur eine Last. » Antoine est si naïf. Il pense que nous avons besoin d'elle, mais en réalité, elle n'est qu'un fardeau. J'ai senti quelque chose se durcir en moi. J'avais supporté beaucoup de choses au cours de mes 67 ans. J'avais perdu mon mari quand Antoine avait à peine 12 ans. J'avais cumulé 2 emplois pour l'élever seul. J'avais sacrifié mes propres rêves pour m'assurer qu'il ait une éducation universitaire. Et maintenant, sa femme me traitait de fardeau. La mère d'Amélie s'est jointe à la conversation. « Vielleicht könnten wir Antoine helfen, eine bessere Lösung für sie zu finden. » Une meilleure solution pour moi, comme si j'étais un problème à résoudre. J'ai gardé mes mains immobiles sur mes genoux, bien qu'à l'intérieur, je tremblais de rage. Mon fils continuait de parler joyeusement, complètement inconscient de la conversation qui se déroulait en allemand autour de lui. Amélie traduisait occasionnellement des commentaires sans importance pour lui, maintenant la façade de la belle-fille parfaite. Pendant les 25 minutes suivantes, j'ai entendu des commentaires sur mes vêtements bon marché, mon modeste appartement
et comment j'étais un obstacle à la progression d'Antoine dans la vie. Selon Amélie, je le retenais avec mes besoins constants et mon manque de sophistication. Quand le dessert est arrivé, un tiramisu élaboré qui coûtait probablement plus que ma nourriture d'une semaine, Amélie a fait le commentaire qui a failli me faire perdre mon sang-froid. Ihr billig Parfum stinkt. Ich kann es kaum ertragen, wenn sie uns besürt. Son parfum bon marché pue. Je peux à peine le supporter quand elle nous rend visite. Je suis restée immobile. Le parfum que je portais était le même que j'utilisais depuis 15 ans. Un cadeau de mon défunt mari que j'achetais en petite quantité, parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. Pour Amélie, ce n'était qu'un autre symbole de mon statut inférieur. Son père a hoché la tête avec compréhension. Solche Leute verstehen unsere Welt nicht. Sie sind an ihre begrenzte Existenz gewöhnt. Ces gens-là. Comme si j'appartenais à une espèce différente. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La tristesse et l'humiliation que j'avais ressenties se sont transformées en quelque chose de plus froid, de plus calculé. J'ai regardé Amélie, qui continuait de sourire en parlant avec Antoine de leur projet pour les prochaines vacances. Et j'ai senti mon propre sourire se dessiner sur mes lèvres. Si Amélie et sa famille voulaient jouer à ce jeu, j'étais plus que prête à y participer. Après tout, ils avaient raison sur une chose. Ils ne connaissaient pas mon monde. Mais moi, je connaissais le leur mieux qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. J'ai ri doucement, presque pour moi-même, mais assez fort pour qu'Amélie le remarque. Quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai pu voir une lueur de confusion dans ses yeux. Peut-être se demandait-elle de quoi je riais. Elle le saurait bientôt. Cette nuit-là, après le dîner, je suis restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin, me souvenant. Je ne pouvais cesser de penser aux paroles d'Amélie. Mais plus encore, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de ma vie à Genève. Les 8 années que je n'avais jamais racontées à personne, pas même à Antoine. Mon fils pensait qu'après la mort de son père, j'étais restée travailler au bureau de poste, jusqu'à ma retraite. Il était plus simple de le laisser croire cela que d'expliquer la vérité compliquée de ce que j'avais réellement fait de ma vie. La vérité était que lorsqu'Antoine a eu 18 ans et est parti à l'université, je suis partie aussi. J'avais reçu une offre d'emploi qui allait changer ma vie pour toujours, mais qui exigeait que je garde certains secrets. J'ai travaillé comme traductrice et interprète au consulat français, à Genève, pendant 8 années complètes. Ce n'était pas une coïncidence. Mon défunt mari, Robert, avait été professeur de langue avant de mourir, et il m'avait appris l'allemand durant notre mariage. Il disait toujours que mon oreille pour les langues était exceptionnelle. Après sa mort, j'ai continué à étudier par moi-même, perfectionnant ma prononciation avec des vidéos et des livres. C'était ma façon de garder une partie de lui vivante. Quand le poste à Genève s'est ouvert, je ne l'ai pas initialement considéré. Antoine venait de terminer le lycée, et je sentais que je devais rester près de lui. Mais c'est lui-même qui m'a convaincue de saisir l'opportunité. « Maman », m'avait-il dit avec ce sourire hérité de son père, « tu as sacrifié toute ta vie pour moi. Il est temps que tu fasses quelque chose pour toi. » Et c'est ainsi qu'à 42 ans, je me suis retrouvée à vivre dans une ville étrangère, entourée de diplomates, de politiciens et de personnes influentes de toute l'Europe. Mon travail ne consistait pas seulement à traduire des documents. Il s'agissait d'interpréter des conversations confidentielles, de servir de médiatrice dans des réunions délicates et de maintenir une discrétion absolue sur tout ce que j'entendais. Les Suisses respectaient mon professionnalisme. En 8 ans, je n'ai jamais eu une seule plainte concernant mon travail. Au contraire, j'ai reçu 3 promotions et à la fin, je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Assez pour acheter mon petit appartement à mon retour et pour avoir des économies dont Antoine n'a jamais su l'existence. Mais il y avait plus que l'argent et l'expérience professionnelle. Pendant ces années, j'ai connu de nombreuses familles suisses éminentes, des familles comme les Lefebvre. Le matin après le dîner humiliant, j'ai décidé de passer quelques appels. J'avais des contacts à Genève que j'entretenais occasionnellement, d'anciens collègues qui travaillaient maintenant dans différents secteurs, mais qui se souvenaient de ma discrétion et de ma fiabilité. « Guten Morgen, Claude »,
dis-je, lorsque mon ancien superviseur a répondu au téléphone. « Ici Eliane Martin. J'ai une question un peu inhabituelle pour toi. » Claude était heureux d'avoir de mes nouvelles. Nous avions maintenu une amitié professionnelle pendant toutes ces années. Je lui ai expliqué que la famille de ma belle-fille, les Lefebvre de Lyon, était venue nous rendre visite et que j'aimerais en savoir plus sur eux. « Les Lefebvre de Lyon », a répété Claude. « Henri et Isabelle Lefebvre. »« Exactement !» ai-je confirmé. Il y eut une pause. « Eliane, cette famille... C'est intéressant que tu poses des questions sur eux. Ta belle-fille est Amélie Lefebvre ? » ?»« Oui. Pourquoi ? » ?»« Eh bien, disons que les Lefebvre ont eu quelques problèmes financiers ces dernières années. Henri a perdu une somme considérable d'argent dans des investissements immobiliers qui ont mal tourné. Environ 3 millions d'euros, d'après ce que j'ai entendu. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Des problèmes financiers ? La famille a maintenu les apparences, mais ils ont dû vendre des propriétés et réduire considérablement leurs dépenses. En fait, je pense que la raison pour laquelle Amélie a déménagé en France était pour échapper à certains problèmes juridiques liés aux dettes de la famille. J'ai raccroché le téléphone avec un sourire grandissant sur mon visage. Donc, la riche famille d'Amélie n'était pas si riche après tout. Mais cet appel n'était que le début. Au cours des jours suivants, j'ai fait plus de recherches, contacté d'autres collègues, consulté des registres publics suisses, auxquels je pouvais accéder grâce à mes anciennes accréditations, et, peu à peu, j'ai brossé un tableau très différent de la famille Lefebvre. Henri Lefebvre n'avait pas seulement perdu 3 millions d'euros, il avait aussi été impliqué dans un scandale d'évasion fiscale qui l'avait contraint à payer d'énormes amendes. La famille avait dû vendre sa résidence principale à Lyon et déménager dans un appartement beaucoup plus modeste. L'entreprise familiale d'importation avait fermé l'année précédente. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Amélie n'avait pas dit toute la vérité à Antoine sur la raison de sa venue en France. Ce n'était pas par amour de l'aventure, ou pour étudier, comme elle le lui avait dit. Elle avait fui la Suisse parce qu'elle était impliquée dans l'entreprise familiale et avait signé des documents qui la rendaient partiellement responsable des dettes. Ma douce belle-fille, qui m'avait traitée de vieille, pauvre et démodée, était venue en France chercher exactement ce qu'elle m'accusait d'être, un fardeau financier pour quelqu'un d'autre. Elle avait spécifiquement cherché un homme français, avec un emploi stable qui pourrait l'entretenir pendant qu'elle se cachait de ses problèmes en Suisse. Et Antoine, mon fils naïf et confiant, avait été la cible parfaite. Cette information aurait été suffisante pour confronter Amélie. Mais quelque chose me disait que je devais attendre. J'avais appris pendant mes années d'interprète que l'information est un pouvoir, mais seulement si elle est utilisée au bon moment. De plus, j'avais le sentiment qu'Amélie n'en avait pas fini avec ses humiliations. Pendant le dîner, j'avais remarqué comment elle me regardait quand elle pensait que je ne la voyais pas. Il y avait quelque chose de calculé dans son comportement. Quelque chose qui me disait que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Le vendredi suivant, j'ai reçu une autre invitation. Cette fois pour un déjeuner chez Amélie et Antoine. « Les parents d'Amélie veulent passer plus de temps avec toi avant de retourner en Suisse », m'a expliqué Antoine par téléphone. J'ai accepté immédiatement. Après tout, j'avais quelque chose à leur dire. En me préparant pour ce déjeuner, j'ai réfléchi à combien les choses avaient qu'à me changer en une seule semaine. La femme qui était assise en silence, se faisant humilier, n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un qui connaissait les secrets qu'Amélie était venue cacher en France. J'ai mis ma plus belle robe, la bleu marine que j'avais achetée à Genève et qui m'allait encore parfaitement. J'ai appliqué le parfum qu'Amélie avait critiqué, mais cette fois avec un sourire. Et en marchant vers ma voiture, je pouvais pratiquement sentir les mots allemands se former sur ma langue, attendant le moment parfait pour être libérée. La petite Eliane, pauvre et démodée, était sur le point d'avoir une conversation très intéressante avec sa belle-fille. Le déjeuner du vendredi fut différent dès l'instant où j'ai franchi la porte. Amélie m'a accueillie avec ce faux sourire que j'avais déjà appris à reconnaître. Mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. Une sorte de confiance cruelle,
comme si elle avait prévu quelque chose de spécial pour moi. « Eliane, quelle joie que tu aies pu venir !» dit-elle en anglais, m'embrassant sur les joues de manière théâtrale. « Mes parents sont impatients de mieux te connaître. » Antoine était dans la cuisine à préparer les boissons, complètement inconscient de la tension que je pouvais sentir dans l'air. Les parents d'Amélie étaient chaque fois déjà assis dans le salon, et quand je suis entrée, leurs salutations furent encore plus froides que la semaine précédente. « Guten Tag !» murmura Henri sans se lever du canapé. « Bonjour !» répondis-je, maintenant ma façade de ne parler que français. Cette fois, la disposition des sièges était encore plus insultante. On me plaça sur une petite chaise près de la fenêtre, tandis qu'ils formaient un demi-cercle dans la zone principale du salon. C'était comme si j'étais une spectatrice de ma propre humiliation. Pendant les premières 6 minutes, ils parlèrent en anglais de choses triviales. Le temps, le vol de retour des parents en Suisse, les projets d'Amélie pour redécorer la maison. Mais je savais qu'ils attendaient quelque chose. Je pouvais le sentir dans la façon dont Amélie continuait à me regarder du coin de l'œil, comme un chat attendant le moment parfait pour sauter sur une souris. Quand Antoine sortit sur la terrasse pour vérifier le barbecue, le vrai spectacle commença. Amélie se pencha vers ses parents et se mit à parler en allemand, mais cette fois avec plus de venin qu'auparavant. « Ich habe Antoine gesagt, dass wir sie vielleicht in ein Seniorenheim bringen sollten. Sie wird zur Last, wenn sie älter wird. » J'ai dit à Antoine que nous devrions peut-être la placer dans une maison de retraite. Elle deviendra un fardeau en vieillissant. Ma respiration s'arrêta. Une maison de retraite. Il prévoyait de se débarrasser de moi complètement. Henri hocha la tête avec approbation. « Das ist sehr vernünftig, meine Tochter. Es wäre das Beste für alle. » Ingrid, la mère, ajouta « Antoine ist zu gutherzig. Er sieht nicht, dass sie ihn finanziell ausnutzt. Antoine est trop bon. Il ne voit pas qu'elle profite de lui financièrement. » Financièrement? L'ironie était presque amusante. Mon fils m'envoyait 200 € par mois parce qu'il insistait pour le faire, non pas parce que je le lui demandais. J'avais mes propres économies, ma propre pension, et je n'avais jamais été un fardeau économique pour personne. Mais Amélie n'avait pas fini. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, me regardant directement tout en parlant à ses parents. « Sie versteht kein Wort von dem, was wir sagen. Schau sie dir an, wie sie da sitzt wie ein altes, verwirrtes Tier. Elle ne comprend pas un mot de ce que nous disons. Regarde-la, assise là comme un vieil animal confus. » C'en était assez. 67 ans de diplomatie, de garder des secrets, d'être professionnelle et discrète. Tout s'est évanoui en un instant. Je me levai lentement, sentant le sang affluer dans mes veines, avec une force que je n'avais pas ressentie depuis des années. Amélie continuait de parler, s'adressant maintenant directement à moi pendant que ses parents riaient doucement. « Pathétisch! Ich wette, sie denkt, wir reden über das Wetter. »« Pathétique! Je parie qu'elle pense que nous parlons du temps. » Je m'éclaircis la gorge et souris. Un vrai sourire, pas comme les faux que j'avais utilisés. Amélie s'arrêta au milieu de sa phrase, remarquant quelque chose de différent dans mon expression. « Eigentlich » dis-je lentement, savourant chaque mot. « Verstehe ich jedes Wort, das du sagst, meine liebe Schwiegertochter. » En réalité, je comprends chaque mot que tu dis, ma chère belle-fille. Le silence qui suivit fut absolu. Amélie devint complètement pâle, comme si elle avait vu un fantôme. Henri se redressa sur son siège, les yeux écarquillés. Ingrid laissa tomber sa tasse de café, le liquide se renversant sur sa jupe coûteuse. « Was hast du gesagt ?» bégaya Amélie. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Je m'approchai d'elle lentement, profitant de chaque seconde de son choc. « J'ai dit que je comprends chaque mot que tu as dit. Amélie, chaque insulte, chaque plan cruel, chaque mensonge que tu as raconté sur moi. » Je m'adressai à ses parents en allemand parfait. « Guten Tag, Herr und Frau Lefebvre. Mein Name ist Eliane Martin und ich habe 8 Jahre lang als Dolmetscherin im französischen Konsulat in Genf gearbeitet. Bonjour, monsieur et madame Lefebvre. Mon nom est Eliane Martin et j'ai travaillé pendant 8 ans comme interprète au consulat français à Genève. » Henri se leva si vite qu'il faillit chanceler. «
Das ist unmöglich. C'est impossible. Impossible, répétai-je en français, revenant à ma langue maternelle, tout en les regardant lutter pour assimiler ce qui venait de se passer. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'une femme pauvre et démodée comme moi puisse parler allemand? Ou que j'ai entendu chaque mot cruel que vous avez dit sur moi? Amélie s'effondra sur une chaise, le visage toujours sans couleur. Tu n'as jamais dit... Je n'ai jamais dit beaucoup de choses, Amélie, l'interrompis-je. Je n'ai jamais dit que pendant 8 ans, j'ai travaillé avec certaines des familles les plus éminentes de Suisse. Je n'ai jamais dit que j'ai des contacts à Genève qui peuvent me raconter des histoires très intéressantes sur certaines familles de Lyon. Henri et sa femme échangèrent des regards paniqués. Ils savaient exactement à quoi je faisais référence. David entra de la terrasse à ce moment-là, avec un plateau de viande grillée et un sourire aux lèvres. « Comment ça se passe ici? Vous apprenez à mieux vous connaître ?» Je regardais mon fils, mon cher fils innocent. Puis je me tournai de nouveau vers Amélie. Elle me regardait avec des yeux suppliants, clairement terrifiée par ce que je pourrais dire ensuite. « Oh oui, dis-je calmement. Nous apprenons à nous connaître beaucoup mieux. En fait, je pense qu'Amélie et moi avons beaucoup plus en commun que nous ne le pensions. » Amélie déglutit bruyamment. Ses parents semblèrent prêts à s'enfuir. « N'est-ce pas, Amélie ?» demandai-je, gardant ma voix douce, mais mes yeux fixés sur les siens. « Nous avons toutes les deux vécu en Suisse. Nous avons toutes les deux dû nous adapter à de nouvelles circonstances. Nous comprenons toutes les deux ce que signifie garder certains secrets. » Le mot « secret » rendit Henri visiblement nerveux. Amélie se mordit la lèvre inférieure, une habitude que j'avais remarquée chez elle lorsqu'elle était extrêmement stressée. David nous regarda, confus. « De quel secret parlez-vous » Je souris et pris la main de mon fils. « Oh, nous échangions juste des histoires sur notre temps. En Suisse, n'est-ce pas, Amélie ? Je pense que ta femme a beaucoup d'histoires intéressantes à te raconter sur sa vie, avant de te connaître. » Les yeux d'Amélie se remplirent de pure panique. Elle savait que je savais, et elle savait qu'en ce moment, j'avais tout le pouvoir. Mais ce n'était que le début. Après des années d'humiliation silencieuse, c'était enfin mon tour de parler. David continua de nous regarder avec confusion, tandis que je savourais le pouvoir que je ressentais pour la première fois depuis des mois. Amélie était piégée, et elle le savait. Ses parents semblaient prêts à disparaître, mais ils ne pouvaient pas partir sans paraître impolis devant David. « Bon, » dit mon fils en posant le plateau sur la table. « Je suis content que vous vous entendiez si bien. Maman, tu n'as jamais mentionné que tu avais vécu en Suisse. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais mentionnées, mon chéri, » répondis-je doucement. Parfois, on apprend qu'il vaut mieux garder certaines expériences pour le moment opportun. Amélie s'éclaircit nerveusement la gorge. « David, peut-être devrions-nous commencer à servir le déjeuner. »« Ah, bien sûr, » dit-il, mais je pouvais voir que quelque chose dans l'atmosphère l'inquiétait. « Maman, pourrais-tu aider Amélie dans la cuisine ?»« Bien sûr, » souris-je. Amélie et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Dans la cuisine, loin de David et de ses parents, Amélie s'effondra finalement. Ses mains tremblaient alors qu'elle feignait d'arranger les assiettes. « Que veux-tu » murmura-t-elle en anglais, évitant mon regard. « Ce que je veux » répétai-je en français, savourant son désespoir. « Je veux la vérité, Amélie. Je veux que tu dises à mon fils pourquoi tu es vraiment venue en France. »« Je ne sais pas de quoi tu parles » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Non ? Alors peut-être devrais-je lui parler moi-même des 3 millions d'euros que ta famille a perdus, ou des dettes qui les ont forcés à vendre leur maison à Lyon, ou de la véritable raison pour laquelle tu as dû quitter la Suisse. » Amélie se tourna vers moi, les yeux remplis de larmes de panique. « S'il te plaît, » supplia-t-elle. « David n'a pas besoin de savoir ça. »« Ah non ?» demandai-je en croisant les bras. « Mais il avait besoin de savoir que sa mère est une vieille, pauvre et démodée, qui devrait être dans une maison de retraite ? Je ne le pensais pas sérieusement. »« Bien sûr que si, » dis-je fermement. « Chaque mot que tu as prononcé était délibéré. »
Tu pensais que j'étais trop stupide pour comprendre, trop insignifiante pour me défendre. » Amélie s'essuya les yeux, avec le dos de la main. « Que puis-je faire pour arranger ça ?» Je la regardais longuement. Pendant des semaines, j'avais fantasmé sur ce moment. Mais maintenant que j'y étais, je réalisais que je ne voulais pas l'humilier comme elle m'avait humiliée. Je voulais quelque chose de plus profond. Le respect. « Premièrement, dis-je calmement, tu vas cesser de mentir sur ton passé. David mérite de savoir avec qui il s'est marié. »« Ça le détruirait !» protesta-t-elle. « Non, » la corrigeai-je. « Les mensonges le détruisent. La vérité, même si elle fait mal, lui donne au moins la chance de prendre des décisions éclairées. » Nous sommes retournés au salon, où David conversait maladroitement avec Henri et Isabelle, qui voulaient clairement être n'importe où ailleurs. « David, » dis-je en m'asseyant à côté de mon fils, « je crois qu'il est temps que tu saches certaines choses sur mon passé, et sur celui d'Amélie aussi. » Amélie se raidit, mais n'osa pas protester. « Après ton départ pour l'université, commençai-je, j'ai travaillé pendant 8 ans à Genève comme interprète diplomatique. Ce fut une expérience incroyable qui m'a permis de connaître de nombreuses familles suisses éminentes. » David cligna des yeux, assimilant cette information. « Tu as travaillé à Genève pendant 8 ans ? Maman, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? » « Parce qu'une partie de mon travail exigeait la discrétion, » expliquai-je. « Mais aussi parce qu'à mon retour, tu avais déjà ta propre vie. Je ne voyais pas la nécessité de compliquer les choses. » Henri se tortilla mal à l'aise sur son siège. Il savait que ce n'était que le début. « Pendant ces années, » continuai-je, « j'ai beaucoup appris sur les familles suisses, leur culture, leurs traditions, leurs défis économiques. Je regardais directement les parents d'Amélie. Par exemple, j'ai entendu parler de familles qui ont eu de graves problèmes financiers ces dernières années. Des familles qui ont perdu des millions dans des investissements ratés et ont dû maintenir les apparences, tout en luttant contre d'énormes dettes. La couleur quitta le visage d'Henri. Ingrid se mit à jouer nerveusement avec son collier. David regardait entre nous, sentant clairement que quelque chose d'important se passait, mais sans comprendre quoi. « Amélie, » dis-je doucement, « ne penses-tu pas qu'il est temps de parler à David des problèmes financiers de ta famille ? De la raison pour laquelle tu as vraiment décidé de venir en France ? » « Eliane, s'il te plaît, » murmura Amélie. « Problème financier ? » demanda David en regardant sa femme. « Amélie, tu as dit que ta famille possédait une entreprise d'importation florissante. » Henri prit enfin la parole, la voix tendue. « Nous avons eu quelques contretemps temporaires. »« Contretemps », répétai-je avec un sourire froid. C'est une façon intéressante de décrire la perte de 3 millions d'euros et la fermeture complète de l'entreprise familiale. David se leva brusquement. « Que se passe-t-il ici, Amélie ? Est-ce que c'est vrai ?» Amélie se mit à pleurer, mais ce n'était maintenant pas des larmes de tristesse. C'étaient les larmes de quelqu'un dont le monde soigneusement construit s'effondrait. « David, je peux expliquer, » sanglota-t-elle. « Alors explique, » dit mon fils, sa voix plus sérieuse que je ne l'avais entendue depuis des années. « Ma famille, oui, nous avons eu quelques problèmes, mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. »« Quelques problèmes ?» intervins-je. « Amélie, parle-lui des dettes. Parle-lui de la raison pour laquelle tu as dû quitter la Suisse. Dis-lui la vérité. » Henri se leva. « Je pense que nous devrions partir. »« Non, » dit David fermement. « Personne ne part tant que je n'ai pas compris ce qui se passe. » Amélie regarda désespérément ses parents, puis moi, cherchant une issue. Mais j'avais appris durant mes années en diplomatie que parfois, la seule issue est la vérité. « Ma famille a tout perdu, » admit-elle finalement. « Papa a fait de terribles investissements, et nous avons perdu la maison, l'entreprise, tout. Il y avait aussi des problèmes juridiques, évasion fiscale. Je suis venue en France parce que j'avais besoin de recommencer, à zéro. »« Et moi ?» demanda David, la voix brisée. « Où est-ce que je m'intègre dans tout ça ?» Amélie ne répondit pas, mais elle n'en avait pas besoin. Son silence disait tout. Mon fils s'assit lourdement, comme si le poids de la réalisation était physique.
Donc, tu m'as spécifiquement cherché parce que j'avais un travail stable? Parce que je pouvais t'entretenir? Ce n'est pas si simple, protesta faiblement Amélie. Non? Demandai-je. Alors, explique-nous à quel point c'est simple. Mais Amélie n'avait pas de réponse. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle était à court de mots, sans mensonge, soigneusement construit, sans manipulation émotionnelle. David me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était de l'admiration mêlée de douleur. « Maman, comment as-tu su tout ça? » « Parce que pendant 8 ans, mon travail consistait à comprendre les gens et leurs motivations, » répondis-je doucement. « Et parce que quand quelqu'un vous sous-estime autant qu'Amélie m'a sous-estimé, il finit par commettre des erreurs. » Henri et sa femme se dirigèrent vers la porte sans un mot. Amélie les suivit du regard, réalisant que même ses propres parents l'abandonnaient. Mon fils resta assis en silence, assimilant tout ce qu'il avait entendu. Et je restais là, sentant pour la première fois depuis des mois que j'avais retrouvé ma dignité. Mais je savais que ce n'était pas encore terminé. Amélie n'était pas le genre de personne à abandonner sans se battre. Les jours suivants furent une montagne russe émotionnelle. David n'avait pas parlé à Amélie depuis le déjeuner désastreux du vendredi, et elle m'avait appelé désespérément, alternant entre supplications pathétiques et menaces voilées. Je ne répondais pas à ses appels, mais j'écoutais ses messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent. « Eliane, s'il te plaît, nous devons parler. David ne me parle plus, et tout ceci est un malentendu, » disait le premier message. Au 10e message, son ton avait complètement changé. « Si tu ruines mon mariage, je t'assure que tu le regretteras. Je trouverai un moyen de te le faire payer. » Typique d'Amélie. Quand elle ne pouvait pas manipuler avec des larmes, elle recourait aux menaces. Le mercredi suivant, David est venu me rendre visite à mon appartement. Il avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ses yeux étaient pâtes à gonfler, et il avait cette expression perdue que je me rappelais de son enfance, quand quelque chose l'avait profondément blessé. « Maman, » dit-il en s'asseyant sur mon petit canapé, « j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » « J'ai toujours été honnête avec toi, mon fils, » répondis-je en lui servant une tasse de café. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur Amélie? Quelque chose que tu as découvert pendant tes recherches ?» Je m'assis en face de lui, pesant soigneusement mes mots. Ces derniers jours, j'avais débattu avec moi-même sur ce que je devais révéler. Une partie de moi voulait le protéger d'une douleur supplémentaire, mais une plus grande partie savait qu'il méritait toute la vérité. « Oui, » dis-je finalement, « il y a plus. » Son visage s'affaissa, mais il hocha la tête. « Dis-moi tout. » « Ah, Amélie n'est pas seulement venue en France en fuyant les problèmes financiers de sa famille, » commençai-je. Selon mes contacts à Genève, elle cherchait spécifiquement un homme français, avec un emploi stable. Elle était sur plusieurs sites de rencontres internationaux depuis plus d'1 an avant de te trouver. David ferma les yeux comme s'il avait reçu un coup. « Il y a plus, » continuai-je. Les problèmes juridiques de sa famille n'était-ce pas seulement lié à l'évasion fiscale? Henri utilisait l'entreprise familiale pour blanchir de l'argent, pour des connaissances, ayant des liens avec le crime organisé. Quand tout s'est effondré, Amélie était techniquement complice car elle avait signé des documents pour l'entreprise. « Mon Dieu !» murmura David. « C'est pour ça qu'elle a dû quitter la Suisse si vite, pas seulement pour les dettes, mais parce qu'elle aurait pu faire face à des accusations criminelles. » David se leva et commença à arpenter mon petit salon. « Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je vu aucun de ces signes? Parce qu'elle est très douée dans ce qu'elle fait, » dis-je doucement. « C'est une manipulatrice experte. Elle a eu toute sa vie pour perfectionner ses compétences. » À ce moment, mon téléphone sonna. C'était encore Amélie. Cette fois, je décidai de répondre, mais je mis le haut-parleur pour que David puisse entendre. « Eliane, » dit la voix d'Amélie, tendue et désespérée. « Je sais que David est là. Je vois sa voiture devant ton immeuble depuis des heures. » David et moi échangeâmes des regards surpris. Elle avait surveillé mon appartement. « Que veux-tu, Amélie »
demandai-je. Je veux que David sache que je l'aime vraiment. Oui, peut-être que les circonstances de notre rencontre n'étaient pas idéales, mais mes sentiments pour lui sont réels. Vraiment? Demandai-je avec sarcasme. Comme lorsque tu prévoyais de me mettre dans une maison de retraite? Ces sentiments étaient réels aussi? Il y eut une pause. Je n'ai jamais dit ça sérieusement. J'étais nerveuse de rencontrer mes parents et j'ai dit des bêtises. David prit le téléphone. Amélie, c'est moi. David, mon amour, s'il te plaît, nous devons parler. Tout ça, c'est la faute de ta mère. Elle essaie de nous séparer parce que je ne lui ai jamais plu. Je regardais mon fils, voyant comment Amélie essayait d'utiliser la même tactique de toujours. Faire de moi la méchante. « Amélie !» dit David d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, froide et ferme. « Ma mère ne m'a rien dit, qui ne soit pas vrai. J'ai vérifié certaines des choses qu'elle a dites, les problèmes financiers de ta famille, les raisons de ta venue en France. Tout est vrai. David, s'il te plaît. Est-ce vrai que tu as spécifiquement cherché un homme français pour te marier? Est-ce vrai que tu étais sur des sites de rencontres pendant plus d'1 an avant de me trouver? Silence. Est-ce vrai que ta famille a perdu 3 millions d'euros et que tu aurais pu faire face à des accusations criminelles en Suisse? Plus de silence. Réponds-moi, Amélie. Finalement, sa voix se brisa. Oui, mais... David, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Qu'est-ce que ça veut dire, alors? Demanda mon fils, et je pouvais entendre la douleur dans sa voix. Quelle partie de notre mariage a été réelle? Tout a été réel depuis que nous nous sommes mariés, insista-t-elle. Oui, peut-être que mes motifs initiaux n'étaient pas purs, mais je suis tombée amoureuse de toi. Vraiment? Comme tu es tombée amoureuse de moi quand tu as appelé ta mère pour lui demander combien de temps elle pensait que ma mère vivrait? Tu as entendu cette conversation aussi, maman? Je restais glacée. Je n'avais pas entendu cette conversation. Mais d'après l'expression de David, il était évident que lui. Oui. David, murmurai-je. Quand as-tu entendu ça? Hier, dit-il d'une voix brisée. J'étais à la maison quand Amélie pensait que j'étais sortie. Elle a appelé sa mère, et elles ont parlé en allemand de combien de temps elle pensait que tu vivrais, et quand elle pourrait me convaincre de te mettre dans une maison de retraite. Mon cœur se brisa, non pas pour moi, mais pour mon fils. Il avait entendu de ses propres oreilles la confirmation que sa femme avait prévu de se débarrasser de moi. « Est-ce que c'est vrai, Amélie ?» demandai-je au téléphone. Pas de réponse pendant plusieurs secondes. Puis, vous ne comprenez pas la pression que je subissais. Mes parents ont besoin d'aide financière, et avec Eliane, qui vivra éternellement. Vivra éternellement, répétai-je, sentant une fureur froide parcourir mes veines. Comment oses-tu? David, continua Amélie m'ignorant. Si ta mère n'avait pas toujours besoin d'attention et d'argent, nous pourrions aider mes parents. Nous pourrions avoir une vie meilleure. David raccrocha le téléphone. Il resta assis en silence pendant plusieurs minutes, la tête entre les mains. Finalement, il leva les yeux vers moi. « Maman, je suis tellement désolée. Désolée d'avoir été si aveugle. Désolée d'avoir permis qu'elle te traite ainsi. Mon fils, dis-je doucement, tu n'as pas à t'excuser. Elle t'a trompé. Tu es une bonne personne et elle en a profité. Que vais-je faire? Demanda-t-il. Nous sommes mariés. Nous avons une vie ensemble. Tu as des options, lui dis-je. Mais quoi que tu décides, je te soutiendrai. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. « Eliane Martin ?» demanda une voix masculine avec un accent allemand. « Oui. Qui est à l'appareil ?»« Mon nom est Klaus Weber. Je travaille pour le département des enquêtes financières de Genève. Nous enquêtons sur les activités de la famille Lefebvre. Et nous comprenons que vous avez des liens avec eux. » David et moi échangeâmes des regards alarmés. « Amélie Lefebvre est mariée à mon fils, » dis-je prudemment. « Je comprends, Madame Martin. Nous devons vous parler de ce que vous pourriez savoir sur les activités de la famille Lefebvre au cours des 5 dernières années. Serait-il possible que nous venions en France pour vous interroger? »
Je regardais David, qui écoutait chaque mot avec une expression de choc total. « Est-ce que cela a à voir avec les problèmes financiers de la famille ?» demandai-je. « C'est plus compliqué que ça, » répondit Klaus. « Mais c'est lié. Nous sommes également intéressés à parler avec Amélie Lefebvre. Nous comprenons qu'elle pourrait avoir des informations précieuses sur les opérations de son père. » Après avoir raccroché, David et moi sommes restés assis en silence. La situation avait dégénéré au-delà de nos pires craintes. « Maman, » dit David finalement. « Je pense que ma femme n'est pas seulement une menteuse et une manipulatrice. Je pense qu'elle pourrait aussi être une criminelle. » 3 mois après cet appel de Klaus Weber, ma vie avait changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. David avait entamé la procédure de divorce immédiatement, après que les autorités suisses eurent confirmé qu'Amélie était officiellement une personne d'intérêt dans l'enquête de blanchiment d'argent de sa famille. Amélie avait tout essayé pour éviter le divorce. Elle a pleuré, supplié, menacé et a finalement tenté de faire chanter David, menaçant de révéler des secrets de famille qui se sont avérés être des mensonges pathétiques. Quand elle a réalisé que David n'allait pas changer d'avis, elle a montré sa vraie nature. « Ta mère a tout gâché !» lui a-t-elle crié lors de la seule conversation téléphonique qu'ils ont eue après qu'il a demandé le divorce. « Cette vieille fouineuse a détruit notre mariage parce qu'elle ne supportait pas que quelqu'un d'autre soit important dans ta vie. » David avait enregistré cette conversation et quand il me l'a fait écouter, j'ai ri. Après des mois de douleur et d'humiliation, je pouvais enfin rire des tentatives pathétiques d'Amélie de manipuler la situation. « Tu sais ce qui était le plus drôle ?» dis-je à David alors que nous prenions un café dans mon appartement. « Elle a raison sur une chose. J'ai bien détruit son mariage, mais pas parce que j'étais jalouse ou fouineuse. Je l'ai détruit parce que je ne pouvais pas rester silencieuse en voyant comment elle te mentait et t'utilisait. » David sourit pour la première fois depuis des semaines. « Merci de ne pas être restée silencieuse, maman. » Le processus de divorce fut étonnamment rapide. Amélie ne pouvait pas se permettre des avocats coûteux et avec l'enquête criminelle en cours en Suisse, sa situation juridique était précaire. David avait été financièrement intelligent pendant le mariage et avait gardé la plupart de ses actifs séparés. Il n'y avait donc pas grand-chose à diviser. Le plus satisfaisant fut quand Amélie dut admettre officiellement, lors d'une déposition légale, qu'elle avait menti sur les circonstances de son arrivée en France et sur les antécédents de sa famille. Voir cette femme qui m'avait traitée de pathétique et confuse, assise dans un bureau d'avocat, admettre ses propres mensonges, fut plus gratifiant que toute vengeance que j'aurais pu planifier. Mais la vraie justice est venue quand Klaus Weber a visité la France pour m'interroger officiellement. Il s'est avéré que mes années en tant qu'interprète diplomatique m'avaient fort donné de la crédibilité auprès des autorités suisses, et mon témoignage sur les relations de la famille Lefebvre fut précieux pour leur enquête. « Madame Martin, » me dit Klaus lors de notre entretien, « vos informations ont été très utiles. Il est rare de trouver quelqu'un avec votre expérience professionnelle qui a aussi une connaissance personnelle des sujets de notre enquête. Pendant cet entretien, j'ai aussi appris quelque chose qu'Amélie ne m'avait jamais dit. Elle n'avait pas seulement cherché un mari français, mais elle avait spécifiquement cherché quelqu'un dans ma ville parce qu'elle avait fait des recherches sur les lois locales concernant la prise en charge des personnes âgées et pensait qu'il serait plus facile de se débarrasser de moi ici que dans d'autres régions. Elle avait été encore plus calculatrice que je ne le pensais. 6 mois après le divorce, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Isabelle, la mère d'Amélie. « Eliane, » dit-elle d'une voix lasse, « je sais que je n'ai aucun droit de t'appeler, mais je voulais m'excuser. » Je restais silencieuse, attendant qu'elle continue. « Amélie nous a menti sur beaucoup de choses, » poursuivit-elle. « Elle nous a dit que tu étais hostile envers elle, que tu avais essayé de saboter son mariage depuis le début. Nous ne savions pas qu'elle t'insultait dans notre langue. »« Et que s'est-il passé maintenant ?» demandai-je. « Henri est en prison, » dit-elle simplement. « L'enquête a révélé bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Amélie a dû retourner en Suisse pour témoigner. Elle fait face à ses propres accusations. » Je m'assis lentement dans mon fauteuil préféré,
assimilant cette information. « Je voulais que tu saches, continua Isabelle, que lorsque nous avons réalisé la vérité sur la façon dont elle t'avait traité, nous avons eu honte. Nous n'avons pas élevé notre fille pour qu'elle soit cruelle envers les aînés. « Où est Amélie maintenant ?» demandai-je. « Elle vit dans un petit appartement à Genève. Elle a un travail de bureau simple. Sa vie n'est pas ce qu'elle avait prévu. » Après avoir raccroché, je suis restée assise à réfléchir à cette conversation pendant un long moment. Une partie de moi se sentait satisfaite de savoir qu'Amélie faisait face aux conséquences de ses actes. Mais une plus grande partie de moi se sentait simplement en paix. David avait rencontré quelqu'un de nouveau, une femme nommée Léa, qui travaillait dans son bureau. Elle était gentille, authentique et, plus important encore, elle me traitait avec respect, dès le premier jour. Non pas parce qu'elle savait qui j'avais été ou ce que j'avais fait, mais parce qu'elle comprenait que respecter les parents de son partenaire est fondamental dans une relation saine. « J'aime bien Léa », dis-je à David un dimanche, alors que nous déjeunions dans mon appartement. Elle avait insisté pour m'aider dans la cuisine et avait écouté avec un réel intérêt quand je lui racontais des histoires sur l'enfance de David. « Moi aussi », sourit David. « Et je pense que la différence, c'est que Léa m'aime, moi, y compris ma famille. Amélie m'aimait malgré ma famille. Ce soir-là, après le départ de David et Léa, je me suis assise sur mon petit balcon avec une tasse de thé, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Pendant des mois, j'avais été la vieille pauvre et démodée aux yeux d'Amélie. J'avais été vue comme un obstacle, un fardeau, quelque chose dont il fallait se débarrasser. Mais je savais qui j'étais vraiment. J'étais Eliane Martin, une femme qui avait travaillé avec des diplomates et des politiciens, qui avait vécu dans une ville étrangère et avait prospéré, qui avait élevé un fils merveilleux en tant que mère célibataire et qui avait la force et la dignité de défendre sa famille lorsque c'était nécessaire. Je n'avais pas besoin de la validation d'Amélie ou de sa famille. Je n'avais pas besoin qu'ils me voient comme autre chose qu'un fardeau. Je connaissais ma propre valeur. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait d'Amélie, envoyée de Genève. L'écriture était tremblante, différente de son écriture habituellement parfaite. « Eliane », commençait la lettre. « Je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire, et je comprendrai si tu ne lis pas ceci, mais j'avais besoin d'essayer de t'expliquer certaines choses. Au cours des derniers mois, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mes actions et à mes paroles. J'ai tout perdu. Mon mariage, ma famille, mon statut, mon confort. Je vis une vie très différente maintenant. Une vie où c'est moi qui dois faire des travaux difficiles pour peu d'argent, où c'est moi qui vis dans un petit appartement et dois compter chaque euro. Je ne t'ai jamais demandé pardon correctement pour les choses horribles que j'ai dites sur toi. Te traiter de vieille, pauvre et démodée, prévoir de te mettre dans une maison de retraite, essayer d'éloigner David de toi. Rien de tout cela n'était justifiable. Mais je veux que tu saches autre chose. Pendant tout le temps où je t'insultais et te méprisais, tu as gardé ta dignité. Tu ne m'as jamais crié dessus, jamais insulté en retour. Tu ne t'es jamais abaissé à mon niveau. Même lorsque tu m'as démasqué, tu l'as fait avec une élégance que je n'ai jamais eue. Maintenant, je comprends pourquoi David te respecte tant. Je comprends pourquoi tu es si importante pour lui. Et je comprends que ce que j'appelais de la faiblesse en toi était en réalité une force que je n'ai jamais possédée. Je n'attends pas ton pardon, car je ne pense pas le mériter. Mais je voulais que tu saches que je comprends enfin qui tu es vraiment. Et j'ai honte d'avoir mis si longtemps à le voir. Avec le respect que j'aurais dû montrer dès le début, Amélie. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans un tiroir. Je ne l'ai pas jetée, mais je n'y ai pas répondu non plus. Certaines excuses n'ont pas besoin de réponse. Elles ont simplement besoin d'être reconnues. Ce soir-là, David a appelé pour me dire que lui et Léa s'étaient fiancés. « Je veux que tu sois la première à le savoir, maman », dit-il avec une joie sincère dans la voix. « Et que pense Léa d'avoir une belle-mère vieille, pauvre et démodée ?» Ai-je plaisanté. David a ri.
Elle dit qu'elle adore l'idée d'avoir une belle-mère qui a vécu des aventures internationales et qui est assez intelligente pour coincer les menteurs dans leurs propres mensonges. Après avoir raccroché, je suis restée souriante. Ma vie était revenue à sa routine normale, mais avec une différence importante. Je ne me sentais plus invisible. Je ne me sentais plus comme un fardeau ou un obstacle dans la vie de mon fils. J'étais simplement Eliane, une femme de 67 ans qui avait vécu une vie intéressante, qui avait élevé un homme bon et qui avait eu la force de défendre sa famille quand c'était nécessaire. Et ça, ai-je décidé, était plus que suffisant.